Damiba a financé des millions pour renverser, une fois, deux fois, encore, le capitaine Ibrahim Traoré. Et cette fois, il a payé le prix fort. Rapatrié de force depuis le Togo, il se trouve aujourd'hui entre les mains de celui qu'il voulait abattre. La peine de mort est désormais inscrite dans la loi burkinabé, pour toute tentative de renversement du pouvoir. La question que tout le monde se pose ce soir est simple, mais lourde comme une pierre tombale. Damiba va-t-il mourir? Nous sommes dans la nuit du 3 au 4 janvier 2026. Il est presque minuit à Ouagadougou. Pendant que des familles dorment, pendant que des enfants rêvent, une opération militaire et civile d'une ampleur rare était sur le point de se déclencher. Des armes avaient été prépositionnées. Des listes d'officiers à éliminer avaient été dressées. L'heure H était fixée à 23 heures. Le plan, assassiner des dizaines de soldats, des officiers et des sous-officiers de l'armée et de la gendarmerie burkinabé, provoquer le chaos et faire rentrer des hommes de l'extérieur pour prendre le contrôle des institutions. Mais quelque chose a mal tourné pour les conspirateurs. Les services de renseignement burkinabé, dirigés par le commandant Omarou Yabré, suivaient ces hommes depuis des semaines. Chaque mouvement, chaque appel, chaque transfert d'argent. Et dans la nuit la plus noire, ils ont frappé. Des arrestations ont eu lieu. Des armes ont été saisies. Et le Burkina Faso s'est réveillé debout. Acte 1. Qui est derrière ce coup d'État? Question. Qui sont les véritables commanditaires de cette tentative de renversement du capitaine Ibrahim Traoré? Les informations qui circulent ce soir pointent dans plusieurs directions. Et elles convergent vers un nom que les Burkinabés connaissent bien. Paul-Henri Sandaogo Damiba, l'ancien président de la transition. Celui que Ibrahim Traoré a lui-même renversé en septembre 2022. Et qui s'est depuis lors réfugié au Togo. Damiba n'a jamais accepté sa chute. Selon les sources relayées ce soir, il aurait financé à hauteur de plusieurs millions, certains parlent de dizaines de millions, une opération visant à déstabiliser le régime de Traoré. Son plan s'appuyait sur une alliance entre des militaires corrompus encore infiltrés dans l'armée, des civils recrutés pour créer le chaos dans les rues, et selon certaines sources, la complicité discrète d'une puissance étrangère dont le nom revient comme un refrain dans ce dossier, la France. Mais voilà ce qui change tout ce soir. Damiba a été rapatrié au Burkina Faso. Il est entre les mains du capitaine Ibrahim Traoré, et la loi burkinabé, révisée sous la transition, prévoit désormais la peine de mort pour quiconque tente de renverser le pouvoir par la force. Acte 2. La peine de mort sera-t-elle appliquée? Question. Le Burkina Faso va-t-il exécuter Damiba? La peine de mort est-elle vraiment applicable dans ce cas? C'est la question qui brûle toutes les lèvres ce soir, dans les rues de Ouagadougou comme dans les capitales voisines. Le Burkina Faso a effectivement réintroduit et renforcé dans son arsenal juridique des dispositions extrêmement sévères contre les tentatives de déstabilisation du régime en place. Dans ce contexte révolutionnaire assumé, le gouvernement de transition a clairement signifié que la trahison ne serait plus tolérée ni punie symboliquement. Si les preuves rassemblées par les services de renseignement, dont certaines semblent déjà très solides selon les premières informations, établissent formellement la responsabilité de Damiba dans le financement et la planification de cette tentative de coup d'État, alors l'application de la peine capitale devient juridiquement envisageable. Mais au-delà du droit, il y a la politique. Ibrahim Traoré sait que l'exécution de Damiba enverrait un signal dévastateur à tous ceux qui, depuis des capitales étrangères, complotent contre lui. Ce signal dirait une chose très simple. Le prix de la trahison au Burkina Faso de 2026, c'est la vie. Acte 3. Pourquoi Ibrahim Traoré est-il la cible numéro 1 de l'AES? Question. Parmi les 3 présidents de l'Alliance des États du Sahel, Traoré au Burkina, Goïta au Mali, Tiani au Niger, pourquoi est-ce systématiquement Ibrahim Traoré qui se retrouve dans le collimateur? La réponse à cette question est à la fois simple et profondément révélatrice. Ibrahim Traoré est le plus jeune, le plus radical, et surtout le plus vocal. Là où les autres dirigeants de l'AES avancent avec prudence, Traoré avance avec fracas. Il nomme ses ennemis publiquement. Il désigne la France sans détour. Il appelle son peuple à la résistance avec une rhétorique qui rappelle Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé assassiné en 1987. Et c'est précisément cette comparaison avec Sankara qui terrifie ses adversaires. Car Sankara aussi avait ce même feu, cette même façon de parler au peuple, pas aux élites. Cette même capacité à mobiliser des foules avec des mots simples et des vérités brutales. Et Sankara a été tué par ceux qu'il menaçait. Ibrahim Traoré représente donc une menace d'un type particulier, il inspire. Il inspire les jeunes Africains qui en ont assez de voir leurs ressources partir vers l'Occident, pendant que leurs villages n'ont pas d'eau courante. Il inspire les militaires qui veulent se battre pour leur pays, et non pour des intérêts extérieurs. Et cette inspiration-là est beaucoup plus dangereuse, pour certaines puissances, que n'importe quelle bombe. Question. Est-ce que la France est réellement impliquée dans ces tentatives répétées de déstabilisation? C'est une accusation grave, et il faut la traiter avec sérieux. Ce soir, les sources qui rapportent dans les événements affirment qu'une nation étrangère, désignée nommément comme étant la France, aurait donné des garanties aux putschistes si des coups de feu partaient, et si le chaos s'installait. Une intervention extérieure était prévue pour sécuriser la situation. En d'autres termes, créer le prétexte, puis entrer. Ce scénario, aussi choquant qu'il puisse paraître, n'est pas sans précédent dans l'histoire africaine post-coloniale. La France a été impliquée, directement ou indirectement, dans de nombreux changements de régime sur le continent depuis les indépendances. Ce qu'on appelle la France-Afrique n'est pas une théorie du complot, c'est une réalité documentée par des historiens, des journalistes d'investigation et même des responsables français. Ce qui est nouveau, c'est que des dirigeants africains osent désormais le dire à voix haute, devant leur peuple, sans diplomatie.
Acte 4. Et si le coup d'État avait réussi? Question. Que se serait-il passé si cette tentative avait abouti cette nuit? Qu'auraient déperdu les Burkinabés? Posons-nous honnêtement cette question. Si à 23 heures, les assassinats avaient eu lieu, si les hommes de l'extérieur étaient entrés, si Ibrahim Traoré était tombé, le Burkina Faso aurait plongé dans une guerre civile dont personne ne peut prédire la durée ni la violence. Les combattants des forces de défense et de sécurité, ces soldats qui risquent leur vie sur des routes minées pour amener de la nourriture dans des villages enclavés, auraient été décapités de leur commandement. Le front contre le terrorisme, déjà difficile, se serait effondré. Et dans ce vide, les groupes armés djihadistes auraient avancé. Qui aurait gagné dans ce scénario? Certainement pas le peuple burkinabé, certainement pas les familles dont les fils sont au front, certainement pas les villages qui attendent encore d'être libérés. Ceux qui auraient gagné, ce sont précisément ceux qui ont tout à perdre dans une Afrique souveraine et debout. Il y a des nuits dans l'histoire d'un peuple qui ne ressemblent à aucune autre. Des nuits où le destin d'une nation tient à un fil. Des nuits où les ombres avancent, où les poignards sont déjà levés, et où quelque chose d'invisible, d'inexplicable, fait que le coup ne tombe pas. Cette nuit du 3 janvier 2026 au Burkina Faso était l'une de ces nuits-là. Mais ce qui s'est passé après l'échec du coup d'État est peut-être encore plus révélateur que le coup lui-même. Parce que quand un peuple sort dans la rue à minuit, spontanément, sans qu'on lui demande, sans qu'on le paie, sans qu'on le menace, ce peuple-là dit quelque chose de fondamental sur lui-même. Il dit « Nous existons, nous choisissons, et nous ne nous laisserons pas voler notre choix ». Mais derrière cette image puissante de foule debout dans la nuit, il y a des questions qui restent entières, des questions lourdes, des questions que les médias mainstream n'oseront jamais poser. Et c'est précisément notre rôle de les poser ce soir. Acte 6, Damiba, l'homme qui ne pouvait pas accepter sa défaite question. Qui est vraiment Paul-Henri Sandaogo Damiba? Et pourquoi cet homme continue-t-il depuis le Togo à financer des tentatives de renversement contre son propre pays? Pour comprendre Damiba, il faut remonter à septembre 2022. C'est lui qui, quelques mois auparavant, avait renversé Roch Kaboré en promettant de sécuriser le Burkina Faso face à la menace terroriste. Il est arrivé au pouvoir avec des discours forts, des uniformes impeccables et des promesses qui ont fait rêver. Mais très vite, rien n'a changé. Les attaques continuaient, les villages brûlaient encore, et les Burkinabés, qui avaient cru en lui, ont commencé à se retourner. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré, jeune capitaine de 34 ans à l'époque, a pris le pouvoir, pas avec des discours de salon, avec une promesse simple et brutale. Nous allons nous battre, nous allons nous appuyer sur nous-mêmes, et nous allons chasser ceux qui ont pillé ce pays d'Amiba. Lui est parti au Togo, mais il n'est pas parti les mains vides. Il est parti avec des contacts, des réseaux, des rancœurs, et surtout avec le soutien discret de ceux qui préféraient son style de gouvernance, c'est-à-dire un style qui ne dérangeait personne, qui ne remettait rien en cause, qui permettait aux affaires de continuer comme avant. Depuis Lomé, il a tissé sa toile, des réunions discrètes, des transferts d'argent, des recrutements dans l'armée burkinabé, parmi des officiers encore attachés à l'ancien système, et des millions qui viennent d'où exactement? Cette question mérite une enquête que nous appelons de nos voeux. Ce qui est certain ce soir, c'est que Damiba est au Burkina Faso, rapatrié, arrêté, et face à une justice qui n'a plus les mains liées par la diplomatie, ni par la peur. Acte 7, la France, le mot qui fait peur. Question. Peut-on sérieusement accuser une puissance comme la France de commanditer des coups d'État en Afrique en 2026? N'est-ce pas excessif? Non. Et voici pourquoi. Permettons-nous un voyage rapide dans l'histoire récente. Depuis les indépendances africaines des années 1960, on recense officiellement plus de 40 interventions militaires françaises en Afrique. 40. En moins de 60 ans, des présidents ont été renversés, des opposants ont été éliminés, des ressources ont été sécurisées. Et tout cela avec une constance qui dépasse largement le cadre de la coïncidence. Le mécanisme est bien connu et porte même un nom, la France-Afrique. Un système de réseaux, d'intérêts croisés, de valises diplomatiques et de soldats fantômes qui a permis à Paris de maintenir une influence réelle sur des dizaines de nations souveraines en théorie, mais vassalisées en pratique. Ce système a fonctionné aussi longtemps que les dirigeants africains acceptèrent de jouer le jeu. Dès qu'un dirigeant refusait, dès qu'il osait dire non, dès qu'il osait expulser des bases militaires, dès qu'il osait se tourner vers d'autres partenaires, il devenait une cible. Thomas Sankara a dit non. Il est mort le 15 octobre 1987, criblé de balles, lors d'un coup d'État organisé par son propre ami Blaise Compaoré, avec des complicités étrangères que la justice burkinabé cherche encore à établir formellement aujourd'hui. Ibrahim Traoré a dit non. Il a ourdi. Ibrahim Traoré a dit non. Il a expulsé les forces françaises. Il a dénoncé les accords de défense. Il a cherché de nouveaux partenaires. Et depuis, les tentatives de le renverser se multiplient avec une régularité qui ne doit rien au hasard. Alors oui, accuser la France n'est pas excessif, c'est regarder l'histoire en face. Acte 8, le syndrome Sankara. Pourquoi Traoré fait-il autant peur? Question. Ibrahim Traoré est souvent comparé à Thomas Sankara. Est-ce une comparaison juste? Et si oui, pourquoi cette comparaison terrifie-t-elle autant ses ennemis? Sankara avait 33 ans quand il est arrivé au pouvoir en 1983. Traoré en avait 34 en 2022. Sankara parlait au peuple, pas aux élites. Traoré fait de même. Sankara voulait que l'Afrique produise ses propres armes, nourrisse ses propres populations, construise ses propres institutions. Traoré répète mot pour mot ses mêmes ambitions. Mais la comparaison va plus loin que les discours. Ce qui terrifiait vraiment les ennemis de Sankara, ce n'était pas lui personnellement.
C'était l'idée qu'il incarnait. L'idée qu'un pays africain pauvre, sans pétrole, sans façade maritime, pouvait se lever et décider de son propre destin. Parce que si le Burkina Faso le faisait, si ce petit pays poussiéreux du Sahel y arrivait, alors n'importe quel pays africain pouvait y arriver. Et ça, c'était inacceptable pour ceux dont la richesse repose sur la faiblesse de l'Afrique. Ibrahim Traoré incarne exactement la même idée. Et ses ennemis commettent la même erreur que ceux qui ont tué Sankara. Ils croient que tuer l'homme tuera l'idée. Mais l'histoire leur a déjà donné la réponse. Sankara est mort depuis 38 ans. Son idée, elle, n'a jamais été aussi vivante qu'en ce moment. Acte 9. L'AES, une alliance qui dérange trop question. Pourquoi l'alliance des États du Sahel est-elle perçue comme une menace existentielle par certaines puissances occidentales? Quand le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de créer l'AES, beaucoup ont souri. 3 pays pauvres, enclavés, en guerre contre le terrorisme. Que pouvaient-ils faire ensemble qui ferait vraiment peur? Beaucoup, énormément. Et c'est précisément ce qui se confirme ce soir. L'AES représente un territoire de plus de 2,7 millions de kilomètres carrés. Sous ce territoire, de l'or, de l'uranium, du lithium, du coton, des terres agricoles parmi les plus fertiles du continent, des ressources qui, pendant des décennies, ont été extraites et exportées au bénéfice de multinationales étrangères, avec des retours dérisoires pour les populations locales. L'AES dit « Ces ressources sont à nous, nous allons les exploiter nous-mêmes, nous allons en fixer les prix, nous allons en redistribuer les bénéfices à nos populations. » C'est une révolution économique, et les révolutions économiques, dans l'histoire du monde, font toujours plus peur que les révolutions militaires, parce qu'une révolution militaire peut être écrasée par des armes, mais une révolution économique, si elle s'enracine, si elle crée des institutions, si elle inspire d'autres nations, celle-là, on ne peut pas l'arrêter avec des bombes. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré est la cible numéro 1, parce qu'il est le plus éloquent, le plus jeune, le plus inspirant des 3 leaders de l'AES, parce que si on le fait tomber, on envoie un message à Goïta et à Tiani. Et si les 3 tombent, l'AES s'effondre. Et si l'AES s'effondre, les anciennes règles du jeu reprennent leur cours. Acte X, ce que cette nuit a changé pour toujours question. Au-delà des arrestations et des armes saisies, qu'est-ce que cette nuit du 3 janvier 2026 change réellement dans l'équilibre des forces au Burkina Faso et dans la région? Elle change plusieurs choses fondamentales. Premièrement, elle prouve que les services de renseignement burkinabés ont atteint un niveau d'efficacité que personne n'anticipait. Suivre une opération aussi complexe, impliquant des acteurs nationaux et internationaux, pendant des semaines, sans qu'aucune fuite ne compromette la contre-opération, c'est une performance. Et cette performance envoie un message à tous ceux qui complotent encore. Nous vous regardons. Deuxièmement, elle révèle la profondeur du fossé entre les élites qui veulent le retour à l'ancien ordre et un peuple qui a définitivement tourné la page. Des milliers de Burkinabés dans les rues, à minuit, pas pour protester contre quelque chose, mais pour défendre quelque chose. C'est différent. C'est beaucoup plus puissant. On ne mobilise pas des foules comme ça avec de la propagande. On les mobilise avec de la conviction. Troisièmement, le rapatriement de Damiba et sa mise en détention constituent un précédent historique. Pour la première fois depuis longtemps, un ancien dirigeant africain qui complotait depuis l'étranger se retrouve face à la justice de son propre pays. Ce précédent va faire réfléchir. Il va faire peur. Et c'est exactement l'effet recherché. Épilogue. La question que personne n'ose poser. Il reste une question. Une question que nous posons ce soir sans détour. Parce que c'est notre rôle. Si Damiba est condamné à mort et exécuté, qu'est-ce que ça dira de nous, en tant qu'Africains, en tant que peuple qui aspire à la justice mais aussi à la réconciliation? L'apocalypse silencieuse. Partie 3, reportage exclusif. Le scénario que personne ne veut imaginer, mais que tout le monde doit connaître dès le début. Introduction. Le jour où le feu s'éteint. Il y a des questions qu'on évite de poser parce qu'elles font trop mal, parce qu'elles obligent à regarder en face ce qu'on préfère ignorer. Ce soir, nous allons poser cette question-là, frontalement, sans filtre, sans diplomatie. Que se passerait-il exactement si Ibrahim Traoré tombait? Pas dans l'abstrait, pas dans les grandes théories géopolitiques, concrètement, dans les rues, dans les villages, dans les familles, dans les corps des soldats au front, dans les yeux des enfants qui grandissent dans des zones de guerre. Que se passerait-il vraiment? La réponse est terrifiante. Et c'est précisément parce qu'elle est terrifiante qu'il faut la dire à voix haute. Parce qu'un peuple qui comprend ce qu'il a à perdre se bat différemment de celui qui ne le sait pas. Acte 11. Les premières 72 heures. Le chaos programmé. Question. Si Ibrahim Traoré était renversé cette nuit, que se passerait-il dans les premières 72 heures au Burkina Faso? Les premières 72 heures seraient déterminantes. Et elles suivraient un scénario presque mécanique que l'histoire africaine a déjà répété trop souvent. Dans les premières heures, le nouveau pouvoir, celui installé par les putschistes avec des soutiens extérieurs, chercherait à prendre le contrôle des médias d'État. RTB, la télévision nationale, serait occupée. Un communiqué serait lu. Des mots rassurants, des promesses de stabilité, des appels au calme. Le même discours qu'on a entendu dans 20 coups d'État africains. Le même mensonge habillé en espoir. Mais dans les rues, ce serait différent. Parce que les Burkinabés qui sont sortis cette nuit, ces milliers de personnes au rond-point des Nations Unies, à la place Tiefo à Moro, ne rentreraient pas chez eux docilement. Il y aurait des affrontements, des morts, des arrestations massives parmi les partisans de Traoré, parmi les volontaires pour la défense de la patrie, parmi les militants qui ont consacré ces dernières années à défendre la révolution. Le sang coulerait. Et pas que symboliquement. Dans les casernes, ce serait une purge. Tous les officiers loyaux à Traoré deviendraient des cibles prioritaires.
Ces mêmes officiers dont les noms figuraient sur la liste des personnes à assassiner cette nuit. Ceux qui ont échappé au premier plan devraient fuir, se cacher ou mourir. Le front contre le terrorisme, lui, s'effondrerait en moins de 48 heures, parce qu'une armée sans commandement unifié, une armée dont les généraux viennent d'être remplacés ou éliminés, une armée dont les soldats ne savent plus pour qui ni pourquoi ils se battent, cette armée-là ne tient pas une ligne de front, elle se désintègre. Acte 12. Le front terroriste. La victoire. Cadeau question. Quel serait l'impact immédiat d'un renversement de Traoré sur la guerre contre le terrorisme au Burkina Faso? C'est ici que le scénario devient véritablement catastrophique. Depuis 2 ans, l'armée burkinabé a enregistré des progrès réels sur le terrain. Des zones autrefois totalement abandonnées aux groupes armés ont été partiellement reconquises. Des convois humanitaires ont atteint des villages enclavés. Des opérations coordonnées avec les alliés de l'AES ont infligé des pertes significatives aux terroristes dans certaines zones frontalières. Tout cela repose sur une chose, une chaîne de commandement cohérente et une volonté politique claire. Si Traoré tombe, cette chaîne se brise instantanément. Et les groupes djihadistes, le JNIM, l'État islamique au Grand Sahara, ne sont pas des organisations naïves. Ils surveillent, ils analysent, ils attendent les moments de faiblesse pour frapper. Un renversement de Traoré serait pour eux le cadeau le plus précieux qu'ils n'auraient jamais reçu sans combattre. En l'espace de quelques semaines, des territoires reconquis au prix du sang redeviendraient des zones sous leur contrôle. Des villages qui avaient recommencé à respirer replongeraient dans la terreur. Des populations déplacées qui espéraient rentrer chez elles n'auraient plus nulle part où aller. Et cette fois, la reconquête serait infiniment plus difficile, parce qu'un nouveau régime installé par des putschistes financés de l'extérieur ne pourrait pas compter sur la mobilisation populaire. Il ne pourrait pas appeler le peuple à se lever, parce que le peuple ne répondrait pas à cet appel. Il gouvernerait dans la méfiance, la peur et la répression. Et une armée qui réprime son propre peuple le jour ne peut pas le protéger contre ses ennemis la nuit. Acte 13. L'économie. Le pillage recommence question. Sur le plan économique, qu'est-ce qu'un renversement de Traoré signifierait concrètement pour les Burkinabés ordinaires? Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a amorcé, timidement mais réellement, une politique de souveraineté économique, des efforts pour renégocier les contrats miniers, des discussions pour que l'or burkinabé soit transformé sur place plutôt qu'exporté brut, des projets pour développer une industrie locale, même embryonnaire, des partenariats nouveaux, avec des pays qui ne posent pas de conditions politiques en échange de leur aide. Un nouveau régime installé par des puissances extérieures remettrait tout cela à zéro. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, les anciennes multinationales reviendraient, les anciens contrats seraient réinstaurés, l'or burkinabé, l'uranium, le manganèse, tout repartirait vers l'extérieur dans les mêmes conditions léonines qu'avant. Et le peuple burkinabé, lui, continuerait à vivre avec moins de 2 dollars par jour pendant que ces terres produisent des milliards pour d'autres. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité documentée de ce qui s'est passé après chaque stabilisation imposée de l'extérieur en Afrique. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les Burkinabés savent, ils ont vu ce que ça donnait avant. Ils ont vécu sous des régimes qui promettaient pas la prospérité et livraient que la pauvreté. Et cette conscience-là, cette mémoire politique collective, est peut-être la ressource la plus précieuse que Traoré leur a donnée. Pas de l'argent, pas des routes, de la conscience. Acte 14, l'AES, la domino effect. Question, si le Burkina Faso tombe, qu'est-ce qui arrive au Mali et au Niger? L'AES survit-elle à la perte d'un de ses membres fondateurs? Non. Et la réponse mérite qu'on s'y attarde longuement. L'AES n'est pas qu'une alliance militaire ou économique. C'est avant tout une alliance psychologique et symbolique. Elle dit au monde entier, nous existons ensemble, nous choisissons ensemble, et nous résistons ensemble. Sa force réside autant dans ce qu'elle représente que dans ce qu'elle accomplit concrètement. Si le Burkina Faso est renversé et qu'un régime pro-occidental reprend le pouvoir à Ouagadougou, le domino s'enclenche immédiatement. D'abord parce que le Burkina est géographiquement central. Il partage des frontières avec le Mali et le Niger. Il est le lien physique qui rend l'AES cohérente sur la carte. Un Burkina hostile ou instable coupe littéralement l'AES en deux. Ensuite parce que les ennemis de l'AES, enhardis par leur succès au Burkina, redoubleraient d'efforts contre Bamako et Niamey. Les tentatives de déstabilisation qui ont échoué jusqu'ici bénéficieraient soudainement d'un momentum, d'un vent dans le dos, d'une preuve que c'est possible. Rien n'encourage les putschistes comme un coup d'État réussi. Le Mali de Goïta, sans le Burkina, perdrait son flanc sud. Sa profondeur stratégique serait compromise. Les opérations militaires conjointes deviendraient impossibles. Et les groupes terroristes, qui opèrent précisément dans les zones frontalières entre les trois pays, pourraient circuler librement dans un espace que l'AES avait commencé à sécuriser. Le Niger de Tiani, lui, se retrouverait isolé, encerclé par des pays membres de la CEDEAO qui n'ont jamais accepté le coup d'État de 2023. Sans le bouclier de solidarité de l'AES, Niamey serait vulnérable à une pression économique et militaire qui pourrait, cette fois, aboutir. En 3 mots, si Burkina tombe, l'AES tombe. Et si l'AES tombe, c'est 10 ans de résistance africaine qui s'effacent en quelques mois. Acte 15. Le peuple burkinabé sans Traoré. Qui parlerait pour eux? Question. Dans un Burkina Faso sans Ibrahim Traoré, qui défendrait la voix du peuple ordinaire? Qui parlerait pour les paysans du Sahel, les femmes des villages, les jeunes sans emploi? C'est peut-être la question la plus humaine de toutes. Avant Traoré, le Burkina Faso avait des présidents en costume, avec des discours bien écrits, des conférences de presse bien organisées, des relations diplomatiques bien entretenues. Et pendant ce temps, les villages brûlaient,
Les enfants mouraient de maladies évitables. Les jeunes fuyaient vers l'Europe sur des barques de fortune. Les femmes portaient seules le poids d'une société qui s'effondrait lentement. Ibrahim Traoré a quelque chose que ses prédécesseurs n'avaient pas. Il parle comme le peuple pense. Il dit les mots que les gens ordinaires n'osent pas dire à voix haute. Il nomme les ennemis que tout le monde connaît, mais que personne n'avait le courage de désigner. Et pour des millions de Burkinabés qui se sont sentis invisibles pendant des décennies, cette simple chose, être vu, être entendu, être représenté, a une valeur inestimable. Si Traoré disparaît, ce vide-là ne serait pas comblé par le prochain homme en uniforme que des puissances étrangères installeraient à sa place. Ce vide resterait béant, et dans ce vide s'engouffrerait la désillusion, la colère et le désespoir. Un cocktail explosif dans un pays déjà meurtri par des années.